Merci beaucoup Christine pour cet accueil. Merci tout d'abord aux organisateurs de cet atelier, à la fois le WAPES et l'ANP au Togo, mesdames, messieurs les participants, j'allais dire presque chers amis, peut-être certains se souviennent de différentes actions que j'ai pu mener dans ce pays il y a quelques années. Au titre, vous faisiez référence tout à l'heure à un mot que j'aime beaucoup, la facilitation du dialogue. Et donc vous savez peut-être que j'ai été ici pendant 5 ans, entre 1999 et 2003, l'un des facilitateurs au Togo, dans le cadre donc d'une mission Union européenne France-Allemagne. Bon, enfin, c'est un autre sujet, mais qui n'est quand même pas très loin, puisque je suis, comme certains le savent, très attaché pour différentes raisons à ce pays, et dès que je peux trouver les moyens de jouer les rôles de facilitateur pour des projets liés au développement du Togo, pays qui m'est très cher, je suis bien évidemment toujours présent. Alors, aujourd'hui, en effet, je ne présenterai pas de PowerPoint, j'essaierai d'être respectueux du temps qui m'est imparti, puisque j'interviens au titre du contrôle général d'Universcience. C'est un mot peut-être que certains ici ne connaissent pas forcément, ce qu'on appelait avant les contrôleurs d'État, et en effet, je contrôle notamment Universcience, qui est donc une structure en France avec 2 établissements, la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte. Cité des Sciences et de l'Industrie qui abrite la Cité des Métiers. Donc automatiquement, j'ai quelques intérêts sur le fonctionnement de la Cité des Métiers et j'ai un regard toujours bien évidemment attentif quant aux dépenses de l'État, puisque je vous dirai quelques mots avant de commencer mon propos proprement dit. Le contrôle général en France, en fait, est un système qui permet à l'État de mettre en place un contrôle adapté dans environ 600 organismes dans lesquels l'État possède des intérêts, dont une centaine d'opérateurs, comme Électricité de France, l'Office national des forêts, les sociétés aéroportuaires, les ports autonomes, la SNCF, la RATP, la Poste et bien évidemment aussi les services de Pôle emploi qui ont une activité, comme vous le savez, je dirais, toujours trop importante en France et comme dans tous les pays qui sont touchés par le chômage. Donc, les organismes contrôlés par le CGFI en France sont des organismes à fort enjeu économiques et sociaux, d'où l'importance de veiller à la bonne utilisation des fonds publics. Et encore quelques mots sur mon activité particulière, puisque ceux qui connaissent Universcience, la Cité des Sciences à Paris, savent que cet établissement se situe sur le site de la Villette, qui est un site culturel important, où se trouve aujourd'hui la Philharmonie de Paris, qui est la nouvelle grande salle de concert qui a ouverte il y a 1 an, dont j'assure également le contrôle, et aussi donc le parc de la Villette, qui est, je le rappelle à certains, le plus grand parc d'espace vert de Paris. Donc ça fait quand même, si vous voulez, pour vous donner une idée des responsabilités d'un contrôleur sur 3 établissements publics comme cela, on a environ un budget annuel de 300 millions d'euros et 1800 salariés qui travaillent en permanence sur le site, sans compter bien évidemment les prestataires et les concessions. Alors, en effet, je voulais vous entretenir de ce qu'on peut appeler, et ce qui est important pour les projets dont vous allez discuter pendant cette journée, ce qu'on appelle la bonne gestion budgétaire, parce que je considère qu'il existe un principe de base dans tous les pays et dans toutes les structures ou organismes, c'est que le meilleur partenariat est tout d'abord le partenariat qu'on peut avoir avec soi-même, et je m'expliquerai. Autrement dit, il faut toujours mieux compter, et c'est peut-être vrai aussi en Afrique, plus sur ses propres ressources, sa propre organisation, et pour ce faire, notamment, procéder à la mise en place de toute une série de systèmes qui permettent d'utiliser de manière optimale le budget qui vous est imparti. D'autant plus, je dirais, s'il provient de fonds publics. Et donc, dans ce cadre, le meilleur partenariat passe par la mise en place de ce qu'on appelle
maintenant de manière relativement coutumière un contrôle interne qui permettra de favoriser la soutenabilité budgétaire. La soutenabilité budgétaire, c'est, comme vous le savez aussi bien que moi, faire au mieux avec les ressources qui vous sont allouées, quel que soit le système, qu'elles soient allouées par l'État ou qu'elles soient allouées dans le cadre de partenariats locaux divers et variés. Alors, en ce sens, une bonne organisation, c'est quoi? C'est d'abord, bien évidemment, une organisation qui dispose, il faudra le voir avec la prochaine Cité des métiers, d'un organigramme fonctionnel, de recrutement adapté, d'une formation aussi pour ces recrutements qui doit prendre en considération les spécificités de ce secteur, et la définition et la mise en œuvre de bonnes procédures, tout simplement, et surtout ce qu'on appelle aujourd'hui, pour mieux anticiper justement le contrôle interne, avoir une bonne analyse des risques qui existent dans toute entité pour favoriser donc la maîtrise de ces risques. Alors, le contrôle interne se définit dans ce cadre comme l'ensemble des dispositifs organisés, formalisés et permanents, choisis par l'encadrement et mis en œuvre par des responsables de tout niveau pour maîtriser le fonctionnement de leurs activités. Ces dispositifs, qui peuvent être renforcés par des partenariats dont on parle ce matin, sont destinés à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de leurs objectifs. 5 points essentiels: la réalisation et l'optimisation des opérations, la protection des actifs et des ressources financières, la fiabilité des informations comptables et financières, la conformité aux lois et règlements et la qualité, bien évidemment, des prestations. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on pourra en reparler peut-être tout à l'heure dans le débat, de tous ces principes liés à la définition du contrôle interne, mais j'insisterai, je dirais quelques mots sur l'importance, à partir du moment où on a accepté de mettre en place ce contrôle interne, de veiller à ce qu'il soit bien piloté par les gens et par les personnels qui en ont la charge, afin justement de vérifier dans la durée la performance du système du contrôle interne, qui est essentiel pour le bon fonctionnement d'une structure, quelle qu'elle soit. Donc je vous disais, contrôle interne réclame un préalable, c'est donc ce qu'on appelle de manière commune le management des risques, le contrôle et la gouvernance. Et on doit dire qu'une organisation, en effet, ne peut atteindre ses objectifs, c'est bien compris, mais c'est pas toujours, et croyez-moi, nous le voyons en France régulièrement, sinon le contrôle n'existerait plus au niveau de l'État français. Et je peux vous dire que c'est pas encore demain, malheureusement, qu'on supprimera peut-être les contrôleurs extérieurs, donc aux structures qui peuvent exister dans les pays européens, dans les pays dits développés, mais justement, comme je le dis souvent aux intervenants financiers divers et variés, ou à la Cité des métiers ou ailleurs en France, c'est que le contrôle extérieur existe et a vocation à durer tant que le contrôle interne n'est pas mis en place par les propres dirigeants d'une structure. Et je dois vous dire, et je le répète pour que nos amis africains et togolais ne pensent pas toujours que les choses sont parfaites dans le meilleur des mondes, et notamment au niveau de l'Occident, puisque nous avons toujours un certain nombre de dérapages que nous essayons de gérer par un contrôle a priori, comme le contrôle interne, le contrôle général économique et financier, et par les interventions extérieures multiples en France, comme vous le savez, par exemple avec la Cour des comptes, qui fait souvent l'objet d'un certain nombre de publicités qui intéressent nos amis africains. Donc, les activités de contrôle, comme vous vous en doutez, sont très présentes dans l'administration d'une manière générale, mais elles sont formalisées par une série de textes législatifs, mais ce contrôle, il est aussi indispensable pour le public, le parapublic et le privé, puisqu'encore une fois, et j'insiste, et c'est dans ce sens qu'on m'avait demandé d'intervenir sur le sujet, avec le meilleur des partenariats, la meilleure organisation, si vous n'avez pas une maîtrise des risques et si vous n'avez pas de contrôle interne, les réussites de la structure, quelle qu'elle soit, sont quand même extrêmement limitées en ce qui concerne son avenir. Donc, en résumé, les priorités du contrôle interne favorisent le renforcement de la maîtrise des activités et des risques, s'ils sont bien définis,
Ils améliorent aussi de manière globale la qualité de vie au travail pour l'ensemble des personnels qui peuvent intervenir dans une structure, et ils permettent l'accroissement de la qualité du service rendu aux usagers, en l'occurrence sur le domaine de l'emploi. Vous comprenez bien ce qu'on recherche à faire. Donc voilà, j'en resterai là sur la question du contrôle interne. On m'avait demandé de donner quelques indications sur les financements divers et variés qui peuvent exister au niveau de la coopération, ce qui était plus dans mes cordes il y a encore quelques années. Donc je voudrais simplement illustrer d'une manière globale et vous rappeler, pour peut-être, comme je le disais à Edmond Amoussou, qui n'a peut-être pas encore épuisé les multiples possibilités du partenariat, qu'il soit local, régional, sous-régional, international et mondial, et je crois qu'il a encore intérêt à susciter des demandes auprès d'un certain nombre de structures, et je souhaite bien évidemment qu'on puisse revoir ça avec lui dans les mois à venir afin de permettre l'ouverture prochaine de cette cité des métiers. Bon, l'aide publique au développement, vous le savez, c'est un principe qui est défini par l'INSEE, comme l'ensemble des dons et des prêts accordés à des conditions très favorables par des organismes publics aux pays inscrits sur la liste des bénéficiaires du comité d'aide au développement de l'OCDE, dont on parlait tout à l'heure. Bon, je vous rappelle quand même que de manière globale, l'APD, c'est quand même une activité relativement importante des pays dits développés, et les chiffres 2015 indiquent que cette aide au développement s'est élevée à un peu plus de 131 milliards de dollars en 2015. Ce qui représente toujours, même si on a tendance à dire, en France, en Europe comme ailleurs, que la coopération au développement baisse, ce qui représente quand même une augmentation de presque 7% par rapport à 2014. Alors, au-delà de ces financements nationaux et locaux, pour lesquels, bien évidemment, à chaque création de structure, on essaie de trouver les bons interlocuteurs, donc tels qu'ils peuvent exister ici au Togo, avec la particularité de l'emploi. Je m'attacherai à vous donner quelques indications rapides sur les chiffres de l'aide européenne, ses traductions diverses, quelques spécificités françaises. Les chiffres de l'aide au développement de l'Union européenne, ils passent essentiellement par ce qu'on appelle le Fonds européen de développement, le FED, que vous connaissez certainement, et qui sert et qui reflète notamment l'ambition européenne, qui est quand même très particulière en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. L'Union européenne a en effet développé, comme vous le savez, avec le groupe de ce qu'on appelle les États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dont fait partie le Togo, un modèle partenarial de relations fondé sur l'appropriation, la prévisibilité de l'aide et le lien entre commerce et développement. Toutes des thèmes essentiels qui montrent l'intérêt qu'on peut avoir vis-à-vis de projets qui concernent l'emploi dans les pays de cette zone. Donc, l'Union européenne, aujourd'hui, reste le premier partenaire commercial et l'un des principaux bailleurs de fonds en Afrique subsaharienne. Sa politique en matière de développement, comme je vous le disais, est fondée sur des principes du consensus européen pour le développement qui détermine des secteurs de coopération privilégiés qui sont visés par la Commission. Vous savez peut-être que le FED a été créé en 1957 et que ce Fonds européen de développement est donc un instrument qui est hors budget européen. Contrairement à d'autres programmes de développement multilatéraux, les contributions des États membres de l'Union européenne au FED sont obligatoires, ce qui est important de rappeler. Et pour information, le montant total des autorisations d'engagement du 11e FED, le plus récent, est aujourd'hui de 30 milliards, d'un peu plus de 30 milliards d'euros, dont 29 milliards qui sont alloués aux États ACP, dont fait partie le Togo. Et vous voyez les sommes, je les cite pour que vous voyez les différences. Aujourd'hui, seulement 364 millions sont alloués aux pays et territoires d'outre-mer qui peuvent exister au niveau des pays européens. Et enfin, un peu plus d'un milliard qui est affecté à la Commission pour financer les dépenses liées à la programmation et la mise en place et la mise en œuvre du FED.
Donc, je n'irai pas peut-être beaucoup plus loin dans ces chiffres parce que cela est assez rébarbatif, sauf si vous souhaitez que nous y revenions au moment des questions. En conclusion sur le fait, je dirais qu'il sert et qu'il reflète notamment l'ambition européenne en Afrique subsaharienne de l'Europe. L'Union européenne a en effet développé avec le groupe des États ACP un modèle partenarial de relations qui sont fondées sur l'appropriation et la visibilité de l'aide et le lien entre commerce et développement. L'Union européenne, comme je vous le disais, donc, est ainsi le premier partenaire commercial en Afrique subsaharienne notamment. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, même si il fait souvent débat, le consensus européen pour le développement a vocation à structurer la politique européenne et les 28 politiques bilatérales des membres, et il est le cadre qui permet d'afficher une politique européenne de développement rassemblant près de 60% de l'aide publique mondiale. Alors, au regard de tout cela, quelques mots sur peut-être une spécificité au sein de l'Europe de la France pour renforcer les partenariats, puisque en effet la France défend et a toujours défendu l'idée que parvenir à une réduction durable de la pauvreté dans toutes ses dimensions implique la mise en œuvre de politiques de développement différenciées, adaptées au contexte et aux besoins locaux, ce qui est essentiel. Et en 2013 ont été redéfinis justement les contours des partenariats géographiques dans lesquels elle intervient et a été acté dans ce contexte un nouvel effort de concentration de l'aide en subvention de la mission APD en direction des pays les plus pauvres. Ainsi, en 2014, la France a concentré les 2/3 des subventions mises en œuvre par l'Agence française de développement, qui, comme vous le savez, est représentée ici au Togo, vers les pays pauvres prioritaires. Les pays en crise, sortis de crise ou en situation de fragilité ont bénéficié d'une attention particulière dans ce contexte. Et en réponse à l'un des objectifs présents dans le contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence française de développement, plus de 85% de l'effort financier en faveur du développement ont été dirigés vers les pays de l'Afrique subsaharienne et les pays voisins du sud et de l'est de la Méditerranée. Alors, quelques mots, même si j'ai bien compris que nous étions dans une assemblée franco-anglaise, anglophone. Quelques mots sur la francophonie, qui a une spécificité et qui, là aussi, peut être un partenaire, et je ne sais pas si les Togolais y ont pensé dans ce cadre. C'est quand même une particularité, et comme on en discutait tout à l'heure avec la personne qui me succédera à la tribune, dans le domaine des cités des métiers, dans le domaine de l'emploi, d'une manière générale, la formation est essentielle. Alors, il est vrai que le vecteur langue partagé permet quelquefois d'aller plus vite, plus loin et de manière moins coûteuse sur les questions de la formation. Donc je voulais simplement rappeler que ce partenariat existe, qu'il peut être saisi et qu'il pourrait certainement intervenir sur des sujets comme cela, et que les crédits francophones comprennent la contribution, bien évidemment, de la France, du Canada, de la Belgique, de l'ensemble d'un certain nombre de pays qui permettent de mettre en place un partenariat multilatéral qui concerne quand même aujourd'hui et toujours 57 États et gouvernements membres, ainsi que 23 observateurs qui sont donc, comme vous le savez, répartis sur 5 continents. Et je crois que c'est essentiel parce que le principe de la francophonie, auquel j'ai souvent participé, sur le plan de la mise en œuvre des bonnes pratiques, des bonnes politiques, des droits de l'homme, se donne des objectifs toujours pour renforcer une dimension particulière qui a toujours été soutenue par la France au-delà des frontières et pendant toute son histoire. Alors je vois le modérateur qui me fait signe déjà du fait que j'ai été un peu trop long, donc j'en resterai là sur la francophonie, et je vous dirai simplement peut-être quelques mots en conclusion de cette intervention. C'est qu'au regard de la bonne gestion dont j'ai parlé dans un premier temps et du contrôle interne, les partenariats publics, privés, certes doivent être recherchés, mais ils doivent toujours engendrer des projets qui sont susceptibles de s'adapter aux réalités locales. Vous voyez, réalité togolaise, je suis tellement adepte
du Togo que souvent les réalités locales qui me viennent à l'esprit sont toujours celles de ce pays, tout en bénéficiant à la fois de financements nationaux et extérieurs pour mettre en œuvre des actions irréprochables, d'autant plus dans un domaine comme celui de l'emploi, au service des citoyens. Donc l'exemple des services de l'emploi au Togo et à venir d'une cité des métiers avec des partenariats multiples que nous espérons encore plus nombreux dans l'avenir permettront, nous le souhaitons tous, la mise en œuvre d'une politique de l'emploi adaptée à ce pays et elle contribuera ainsi à une amélioration globale de l'environnement du travail au Togo et favorisera une réduction du chômage et de la précarité. Voilà, je vous remercie.